Bonjour à tous, je suis Andréane Bernatchez, chargée de communication pour l'Institut nordique du Québec. D'abord, j'aimerais vous remercier d'être réunis en grand nombre virtuellement pour ce webinaire qui est présenté conjointement avec Québec Océan. On reçoit aujourd'hui Philippe Junot, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM. La présentation de M. Junot s'intitule « Pesticides en Arctique, peut-on envisager un impact sur le phytoplancton s'y retrouvant ?» Philippe Junot a obtenu son doctorat en sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Montréal en 2000. À la suite d'un postdoc à la University of British Columbia en 2005, il a obtenu un poste de professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Depuis ses débuts à l'UQAM, il a été titulaire d'une chaire de recherche du Canada et récipiendaire du programme Haiying Forming Expert en Chine. Il entretient plusieurs collaborations internationales avec des collègues de Chine, du Brésil et de la France. Les intérêts de recherche de M. Junot sont principalement centralisés sur les mécanismes cellulaires impliqués lorsqu'une combinaison de facteurs environnementaux affecte les organismes photosynthétiques. Il est aussi intéressé par le développement d'outils de détection rapide de la contamination aquatique et par la phytorémédiation des contaminants présents. Par sa recherche, M. Junot a contribué à une meilleure compréhension des effets de divers facteurs environnementaux, qu'ils soient naturels ou anthropiques, sur la physiologie et la biochimie de plantes et de micro-organismes terrestres et aquatiques. Sans plus tarder, je vous cède la parole, M. Junot. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présent en si grand nombre là, ce matin. Avant de débuter, j'aimerais aussi remercier les organisateurs là, pour l'invitation. C'est un plaisir là, de venir vous partager quelques-uns de nos résultats que nous avons eus au laboratoire au cours, donc récemment. Donc, je vais juste tourner. Oui, voilà. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs régions à travers le monde qui sont fortement impactées par la présence des pesticides. Mais ce qu'on peut s'attendre un petit peu moins, c'est de retrouver ces pesticides-là dans des régions polaires, là, comme en Arctique. Et bon, évidemment, on en retrouve, mais à de faibles concentrations. Vous allez voir, je vais y revenir un petit peu plus tard dans ma présentation. Donc, mais ce qui est un petit peu plus inquiétant aussi en ce qui concerne l'Arctique, c'est qu'on retrouve c'est l'augmentation justement des pesticides, la fréquence de détection de ces pesticides-là dans l'Arctique. Et aussi qu'il manque dangereusement, ou il manque beaucoup de données au niveau de l'impact possible de ces pesticides-là sur les algues qu'on retrouve en Arctique. Et quand on sait que ces algues-là sont à la base de la chaîne alimentaire, c'est quelque chose de préoccupant. Il y a plusieurs études qui ont été faites, par contre, sur les espèces qu'on retrouve en Arctique où on démontre que ces algues-là ont des propriétés ou ont des capacités à s'adapter aux conditions très difficiles qu'on retrouve en Arctique. On a simplement pensé au contenu lipidique, qui est une des adaptations bien connues là, au niveau de ces algues-là. Donc, un des buts de notre recherche au laboratoire, c'est vraiment de bien de comprendre si les adaptations aux conditions environnementales des régions polaires pourraient justement influencer la sensibilité aux pesticides qu'on peut retrouver dans ces régions-là. Et on a démontré, notre groupe de recherche et plusieurs autres groupes de recherche, que pour différentes espèces tempérées, des régions tempérées, les pesticides, la toxicité aux pesticides varie selon l'espèce, donc ça c'est très bien connu, mais aussi selon la température. Donc, pour vous rappeler, pour ceux qui sont un petit peu moins familiers avec le terme EC50, donc c'est les concentrations qui causent une inhibition de 50 %, dans ce cas-ci de la photosynthèse. Donc, ce qu'on a ici, c'est qu'on a différentes espèces de phytoplancton qui ont été exposés à différentes concentrations d'atrazine sous différentes températures. Donc, on remarque, par exemple, pour l'algue verte ici, Essobicus, qu'il y a une toxicité plus importante lorsque la température est plus faible. Donc,
lorsque la EC50 est plus basse, ça veut dire qu'il y a une toxicité plus importante. Par contre, si on prend une diatomée, Navicula pelliculosa, on remarque que peu importe la température de traitement entre 10 et 25, il y a très peu de différence dans la toxicité de l'atrazine. Ce qui, justement, nous donne certaines indications de l'effet qu'on pourrait retrouver en article sur les espèces qu'on pourrait retrouver en article. Il a été démontré qu'il y a une panoplie de pesticides qui ont des modes d'action diverses. En article, on peut retrouver plusieurs de ces pesticides-là et d'autres. Et que la plupart de ces herbicides-là ont un mode ou une action directe, un impact direct ou indirect sur les processus photosynthétiques des algues. Comme on le sait, la photosynthèse du phytoplancton, c'est un des mécanismes les plus importants pour justement assurer leur croissance. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, le phytoplancton est à la base de la chaîne trophique, donc c'est quelque chose un processus vraiment essentiel à la survie de l'écosystème. Donc, pour vous démontrer justement que les pesticides peuvent avoir un impact direct ou indirect sur la photosynthèse, même si, par exemple, dans ce cas-ci, il agissent au niveau de la photosynthèse, mais si on prend un autre herbicide, comme le métolachlore qui agit au niveau de la synthèse des protéines, des lipides ou de la chlorophylle, on peut observer un effet sur la photosynthèse. Et pour vous illustrer ça, je vais vous donner, juste avant, je vais vous parler d'un concept qui va vous permettre de bien comprendre justement l'impact ou l'action de plusieurs facteurs environnementaux sur les algues. Là, je vous ramène dans vos cours de physiologie végétale il y a quelques années. Inquiétez-vous pas, je ne ferai pas un cours de physio végétale ici, donc je n'étalerai pas sur ces processus-là, mais c'est important de bien comprendre certains aspects ici. Donc, pour vous rappeler, ici, on est situé dans les chloroplastes des plantes, où on a un système bien ordonné de protéines qui permet le transfert des électrons entre le photosystème 2 et le photosystème 1, dans les cas normaux. Et ces électrons-là, pour pouvoir faire le transport d'électrons, on a besoin de lumière, et les électrons vont voyager du photosystème 2 vers le photosystème 1. Et ce processus-là va permettre de synthétiser du NADPH et de l'ATP, et va créer justement la base énergétique pour la croissance du phytoplancton. Donc, ce qui est important de bien comprendre ici, c'est que l'énergie qui arrive au niveau des photosystèmes versus l'énergie qui sort du système, c'est balancé. C'est comme si nous avions une balance et avec le poids qui est à gauche et le poids qui est à droite, c'est balancé, ce qui permet de bien fonctionner et de fonctionner de façon très efficace. Par contre, s'il y a un débalancement dans ce processus-là, par exemple, s'il y a plus d'énergie qui arrive par rapport à l'énergie qui sort du système, là, on crée des conditions qui ne sont pas favorables à la croissance et ça peut occasionner certains dommages au niveau de l'appareil photosynthèse. Donc, quand on pense à un effet direct d'un herbicide ou d'un pesticide, on peut penser, par exemple, à l'atrazine qui va bloquer le transfert d'électrons entre le photosystème 2 et le photosystème 1. Donc, les électrons ne pourront plus voyager ici, ce qui va occasionner une surexcitation au niveau du photosystème 2 et causer des dommages oxydatifs, en plus de bloquer le transport d'électrons et la formation de NADPH et d'ATP qui en découle. Donc, lorsqu'on parle, par contre, d'un stress qui est indirect, on peut penser à une panoplie de contaminants qui vont affecter d'autres processus biochimiques dans la cellule. Ici, par exemple, on affecte la fixation du carbone ou d'autres processus physiologiques qui utilisent le NADPH ou qui utilisent l'ATP. On peut imaginer qu'il va y avoir une rétroaction au niveau de l'appareil photosynthétique et que la machinerie photosynthétique va moduler son activité afin de ne pas produire trop de NADPH et d'ATP, et justement pour essayer de balancer l'énergie qui arrive et l'énergie qui sort. Par contre, comme je viens de le dire, si on empêche la sortie d'énergie ou la sortie des produits qui sont formés par la photosynthèse et qu'on ne change pas l'énergie qui arrive,
bien, il va se provoquer un débalancement, ce qui va provoquer la formation d'espèces réactives oxygénées. Comme vous le savez, ces espèces-là peuvent endommager les membranes, les protéines et toutes sortes de molécules qu'on peut retrouver à proximité. Donc, c'est bien important de comprendre que c'est vraiment en balance et lorsqu'on modifie cette balance-là, ben, on modifie totalement l'activité photosynthétique et on peut causer des dommages. C'est la même chose si on augmente l'intensité lumineuse, puis on ne change pas la sortie de l'énergie, bien, il y a encore cette fois-ci un débalancement et on peut provoquer une certaine production d'espèces réactives oxygénées. Donc, pour vous montrer un exemple, sans rentrer dans le détail, un exemple d'un herbicide qui n'affecte pas directement la photosynthèse, on peut penser au glyphosate, qui affecte la voie métabolique de l'acide chikinique, qui va influencer la synthèse de l'acide aminé tyrosine. Puis, comme vous le savez, la tyrosine est impliquée dans la synthèse de plusieurs autres molécules ou a des fonctions très importantes au niveau biologique. Et donc, ce qu'on remarque, si on regarde d'une façon intégrée tout ce qui se passe à proximité de l'appareil photosynthétique et ce qui est en lien avec cette voie enzymatique, on remarque que l'activité photosynthétique, ici ETR, donc Electron Transport Rate, est affectée. Et il y a des boucles d'interaction entre les espèces réactives oxygénées présentes, les enzymes qui détoxifient ces espèces oxygénées-là, la production de chlorophylle, la proline. Donc, il y a vraiment des interactions très complexes qui existent, mais qui influencent, en bout de ligne, l'activité photosynthétique. Donc, encore une fois, même si l'herbicide ou si le contaminant n'affecte pas directement la photosynthèse, on peut remarquer un effet au niveau photosynthétique. Heureusement, les algues ont développé certains mécanismes de protection pour se protéger contre justement ce débalancement dans l'énergie au niveau qui rentre et ce qui sort. Et on peut penser, par exemple, au quenching non photochimique qui va permettre de dissiper l'excès d'énergie lumineuse. Il y a aussi des cycles de transport alternatifs d'électrons qui peuvent se produire et ce qui permet de moduler la synthèse de l'ATP versus celle de NADPH. Il y a des molécules, des enzymes antioxydantes qui vont permettre d'éliminer les espèces réactives oxygénées. Il y a des molécules aussi comme l'alpha-tocophérol qui va permettre de capter les espèces réactives oxygénées et ainsi diminuer leurs effets néfastes lorsqu'il y en a en trop grande quantité. Donc, c'est des mécanismes complexes, qui sont interreliés et dont je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais c'est simplement pour vous dire que les algues ont développé certains mécanismes de protection comme ça. Donc, avec tout ça en tête, je reviens à la question initiale de notre recherche à ce sujet-là, c'est de voir comment les algues arctiques, si les algues arctiques peuvent être affectées par certains pesticides qu'on peut retrouver en Arctique. Donc, pour ce faire, ce qu'on a fait, afin de mieux comprendre l'impact potentiel de ces pesticides-là, on a comparé des algues arctiques avec leurs homologues de régions tempérées. Parce qu'on connaît beaucoup plus au niveau des mécanismes, au niveau des algues tempérées, plus de recherches qui ont été faites là-dessus. Et comparer les deux, ça nous permet d'avoir une vision ou une compréhension, une meilleure compréhension de ce qui peut se produire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a étudié l'effet de 8 pesticides qu'on peut retrouver en Arctique. Et de ces 8, on a remarqué qu'il y a un effet seulement de 4 d'entre eux. Donc, le reste de ma présentation, je vais mettre l'emphase sur ces 4 pesticides-là, donc 3 herbicides et 1 insecticide, qui ont des modes d'action, comme vous le voyez ici, différents, mais qu'on va voir qu'il y a certains impacts sur la photosynthèse. Donc, on a évalué différentes variables afin d'avoir un portrait, je dirais, global de l'impact de ces pesticides-là sur la physiologie des algues. Donc, vous avez la liste ici. Donc, autant des paramètres, des variables reliées à la croissance, à la morphologie de la cellule,
que des variables liées à la photosynthèse et à la dissipation non photochimique, que la détermination du contenu en espèces réactives oxygénées, l'activité de certaines enzymes et la concentration intracellulaire en pesticides pour pouvoir relier, comprendre ou relier les effets observés avec les concentrations retrouvées à l'intérieur des cellules. Donc, ici, ce que je vous présente, c'est l'effet des pesticides sur la croissance des espèces étudiées. Donc, vous avez le T pour tempéré, CN pour Catoceras neogracile, A pour arctique et T tempéré, MB pour Micromonas bravo et Micromonas polaris. Donc, ça va être les mêmes symboles tout au long de la présentation. Donc, ce qu'on peut remarquer, et ce qu'on s'attendait évidemment, c'est l'atrazine et la simazine inhibent la croissance de toutes les espèces étudiées. Et aussi que le trifluraline et le chlorpyrifos, eux aussi inhibent les espèces. Donc, je ne vous présente pas la figure ici, mais croyez-moi sur parole, on a un effet similaire à l'atrazine et la simazine, avec peut-être moins de sensibilité, mais on observe quand même un effet sur la croissance. Donc, au niveau de la morphologie, au niveau de la grosseur des cellules, on observe que l'atrazine et la simazine ne changent pas, ne modifient pas le volume cellulaire des espèces étudiées. Par contre, au niveau de la trifluraline et du chlorpyrifos, on observe une augmentation du volume cellulaire pour toutes les espèces. Donc, on peut voir ici 100 pesticides et lorsqu'on rajoute la trifluraline pour l'algue tempérée, la Catoceras, on voit une augmentation importante là, du volume cellulaire. C'est moins évident où il y a peu de changements au niveau du chlorpyrifos. Par contre, on voit que le chlorpyrifos ici à des fortes concentrations, le volume cellulaire a augmenté. Donc, on a une tendance à l'augmentation du volume cellulaire pour ces deux pesticides-là. Si on regarde maintenant au niveau activité photosynthétique et au niveau du quenching non photochimique pour Micromonas, ce qu'on remarque, c'est que pour ces trois variables-là, l'atrazine, la simazine et le chlorpyrifos trifluraline vont avoir une tendance à diminuer l'activité photosynthétique et, de façon surprenante aussi, diminuer le quenching non photochimique. Donc, on a en rouge, je reviens en arrière quelques secondes, on a en rouge les algues tempérées et en bleu, Micromonas des régions arctiques. Donc, pour les deux régions, les deux Micromonas des régions arctiques et tempérées, on observe une diminution de toutes ces variables. Ce qu'on remarque aussi, c'est que Micromonas des régions arctiques est moins sensible à ces pesticides-là que son homologue des régions tempérées. Et ce qu'on peut avancer, c'est que de façon intrinsèque, les algues arctiques, Micromonas arctiques, ont un NPQ qui est plus élevé. Donc, comme je vous le mentionnais plus tôt, c'est un des mécanismes de protection de l'algue contre un stress, un débalancement dans le transport d'électrons. On pourrait imaginer que l'algue arctique est moins sensible à ces pesticides-là parce que les processus non photochimiques sont plus efficaces pour gérer l'excès d'énergie. Si on regarde Catoceras, on observe qu'il y a une diminution de l'activité photosynthétique lorsqu'on augmente la concentration en pesticides, que contrairement à Micromonas, c'est maintenant l'algue arctique qui est plus sensible aux pesticides et que dans cette espèce-là, aux conditions de croissance utilisées, on n'observait pas de quenching non photochimique. C'était très, très, très faible. Donc, il n'y avait pas vraiment un impact important au niveau de la protection de ces algues-là au niveau de l'appareil photosynthétique. Donc, je vous rappelle la EC50. Donc, par la suite, avec les données sur lesquelles je viens de vous présenter, on a pu évaluer des EC50 pour la croissance, pour les paramètres photosynthétiques.
Et ce qu'on observe, c'est que pour les algues, pour Catheceros, on observe que le Catheceros arctique est plus sensible à l'atrazine et la simazine que celle des régions tempérées. Et on voit bien l'effet ici où lorsqu'on a une EC50 qui est plus faible, par exemple dans ces cas-ci, que les régions tempérées, bien, ça indique qu'il y a une sensibilité accrue. Il y a il n'y a pas de différence significative ici au niveau de la simazine et pour l'atrazine et le FIM, on n'arrivait pas à déterminer une EC50 pour ces conditions-là. Comme je le mentionnais tout à l'heure, au niveau de Micromonas, c'est le contraire qui se produit. Donc, les régions arctiques, le Micromonas des régions arctiques semble beaucoup plus, dans certains cas, beaucoup plus tolérant que Micromonas des régions tempérées. Donc, on le voit ici, par exemple, là, on a presque 20 fois plus de tolérance au niveau de l'algue arctique. Mais de façon générale, on observe quand même une augmentation de la résistance pour les régions arctiques. Donc, on a bien vu au niveau photosynthèse, donc je vous donne un survol, c'est certain qu'on a beaucoup plus de données que ça, mais simplement pour vous donner un survol de ce qu'on a vu au niveau photosynthèse. Et on a par la suite jumelé ça avec ou étudié en même temps l'effet sur les espèces réactives oxygénées. Et ce qu'on observe de façon générale, et là je ne rentre pas non plus dans le détail, c'est que plus on augmente la concentration de pesticides, plus la concentration en espèces réactives oxygénées augmente. Il y a aussi une certaine différence entre les algues tempérées et les algues arctiques en rouge, selon le traitement. Donc, il y a une certaine variabilité entre les espèces et entre les pesticides utilisés. La même chose au niveau de la trifluraline et de la chlorpyrifos, où on voit une augmentation du contenu en espèces réactives oxygénées. Donc, si on résume ce que je viens de vous parler, donc on remarque que pour Catheceros, la sensibilité à l'atrazine, simazine et chlorpyrifos est plus élevée pour les algues arctiques. Et on l'explique par le fait que, comme je vous l'ai montré en début de présentation, les cellules arctiques de Catheceros sont beaucoup plus petites que les cellules tempérées, ce qui fait que le ratio surface-volume est plus élevé et permet une assimilation, un uptake de pesticides beaucoup plus important. Il nous reste à vérifier les concentrations réelles à l'intérieur des cellules. Donc, on a tous nos échantillons, il reste les analyses à terminer. Mais on a bon espoir que les concentrations mesurées à l'intérieur des cellules concordent avec l'observation qu'on observe au niveau de la surface, du ratio surface-volume qui impliquerait justement une plus grande assimilation du pesticide. Pour ce qui était du trifluraline, on a observé une plus grande sensibilité au niveau de Catheceros tempéré par rapport à son homologue arctique. Et on pourrait, encore une fois, on n'a pas tous les résultats, là, donc c'est certain qu'avec la situation avec la COVID, les étudiants n'ont pas pu avoir accès au labo depuis presque trois mois. Là, donc, on recommence à avoir accès au labo. Donc, il restait certaines analyses à effectuer. Et j'aurais bien voulu vous présenter ce qui se passait au niveau du système antioxydant, mais malheureusement, on n'a pas finalisé cette partie-là. Mais ce qu'on pourrait s'attendre, c'est qu'il y a une modulation du système antioxydant au niveau des enzymes, par exemple, qui ferait qu'il y a une différence entre les algues arctiques et les algues tempérées au niveau de la trifluraline. Si on regarde au niveau micromonas, comment expliquer la plus faible sensibilité des micromonas arctiques? On le relie à la présence d'un quenching non photochimique qui était plus important pour l'algue arctique que pour son homologue tempéré. Donc, ce qui indiquerait que le quenching non photochimique serait un des processus qui favoriserait les algues arctiques dans ce cas-ci lorsqu'il y a
une présence de ces pesticides-là. Si on regarde au niveau de trifluraline, honnêtement, c'est encore une question pour nous, une interrogation importante pour nous. La piste parce qu'on essaie de relier les différentes variables qu'on a mesurées et on n'a pas d'explication concernant la trifluraline dans ce cas-ci. Bon, il pourrait toujours y avoir le système antioxydant comme on parlait précédemment pour Cateceras, mais ce qui pourrait arriver dans ce cas-ci ou comme dans l'autre avec Cateceras, c'est peut-être aussi une modification au niveau du site de liaison de la trifluraline et une modification, une mutation qui ferait que dans ce cas-ci, les algues tempérées seraient plus tolérantes. Mais encore là, c'est vraiment une hypothèse et bon, on n'a pas d'indication qui nous prouve que les algues tempérées sont moins sensibles à la trifluraline parce qu'ils ont une mutation au niveau de leur site d'actif. C'est quelque chose à explorer ultérieurement. Donc, puisqu'on a observé des effets, des différences de sensibilité entre les espèces arctiques et leurs homologues des régions tempérées, et aussi entre les espèces d'une même région, donc les régions arctiques, mais selon les pesticides, on s'est demandé, est-ce que des populations, si on prenait une population de phytoplancton provenant de différentes régions en Arctique, est-ce que ces phytoplanctons-là réagiraient de différentes façons aux pesticides étudiés? Donc, ce qu'on a fait, on a prélevé des échantillons en début de l'automne, fin de l'été, début de l'automne 2018, dans le nord de la baie de Baffin et certains autres échantillons dans le sud de la baie de Baffin, afin de voir si, comme je le mentionnais, s'il y a une différence de sensibilité entre ces populations de phytoplancton. Donc, après avoir prélevé les échantillons, on les a exposés 1 heure à des concentrations d'atrazine variant de 0 à 30 microgrammes par litre. Donc, je vous l'accorde, c'est des très fortes concentrations, mais vous allez voir un petit peu plus loin où on s'en va avec ça. On a fait des mesures d'activité photosynthétique avec un phytopam qui permet de différencier l'activité photosynthétique des algues vertes, des diatomées et des cyanobactéries, donc de séparer notre activité photosynthétique en 3. Et on peut mesurer différentes variables, différents paramètres photosynthétiques avec cet appareil. Donc, sans rentrer dans le détail, encore une fois, ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que plus... Donc, vous avez les différents sites, les 2 sites bleu-vert qui sont les sites les plus au nord et les sites plus brunâtres là, qui sont les sites les plus au sud. On remarque que toutes les populations ont été affectées par des concentrations de plus en plus élevées d'atrazine et qu'il y a une certaine différence entre les sites au nord et les sites au sud. Et je vais faire un autre tableau sur la prochaine diapositive qui permet de vraiment voir les différences en pourcentage là, entre les 2 sites au nord et les sites au sud. Donc, ce qu'on remarque, donc, vous avez les paramètres photosynthétiques, donc l'activité photosynthétique maximale et l'activité photosynthétique opérationnelle pour les populations du nord, du sud, aux différentes concentrations étudiées. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les populations au nord de la baie de Baffin sont beaucoup plus inhibées que celles du sud de la baie de Baffin. Donc, on remarque qu'il y a une inhibition de près de 30 à 1 microgramme par litre par rapport à 14 donc 2 fois moins au niveau de la population du sud. Et c'est une tendance qui se reproduit aussi avec l'autre paramètre photosynthétique. L'autre point qu'on remarque avec ces données-là, c'est que la différence est beaucoup plus prononcée lorsqu'on est à plus faible concentration. Donc, 1 microgramme par litre, on avait une différence de double entre la sensibilité. Par contre, lorsqu'on est à une plus forte concentration, bien, cette différence-là est diminuée entre le nord et le sud. Donc, ce qu'on peut conclure de cette partie-là, c'est que le phytoplancton de la baie de Baffin, du sud de la baie de Baffin, semble avoir développé une plus grande résistance à l'atrazine comparée aux populations situées au nord.
Et ceci peut être, il y a deux ou trois hypothèses qu'on entrevoit pour expliquer ça. La première, c'est que c'est la composition en espèces et la proportion entre les groupes majeurs de phytoplancton qui peut influencer la différence de sensibilité ou qui permet cette différence de sensibilité-là entre le nord et le sud. Et comme on l'a vu, certaines espèces sont beaucoup plus sensibles aux pesticides que d'autres. Donc, si on retrouve ces espèces-là au nord, ben évidemment, l'effet global sur une population phytoplanctonique va être plus accru que si on a, par exemple, au sud, des populations, des espèces qui sont beaucoup plus résistantes. Donc là, on aurait cette différence-là qui pourrait être expliquée à cause de ça. Une autre possibilité, c'est que les populations du sud ont été exposées historiquement à de plus fortes concentrations d'atrazine que celles du nord. Ça reste à vérifier avec vraiment une évaluation des concentrations de pesticides au sud et au nord, voir s'il y a une différence significative entre les concentrations de pesticides retrouvées dans ces deux régions. Justement, l'évaluation des concentrations en pesticides, au cours de 2018, on a prélevé 12 sites, des volumes d'eau entre 100 et 150 litres, afin d'évaluer justement les concentrations réelles qu'on observait lors de ces prélèvements-là. Et j'aurais bien aimé vous présenter les résultats. Malheureusement, c'est avec un collègue de l'Université de Montréal. On est en train de peaufiner justement cette méthodologie-là pour avoir les données précises. Et ce qu'on peut s'attendre, par contre, basé sur la littérature, c'est que c'est des concentrations de l'ordre du pico au nanogramme par litre. Donc, si en conclusion, là, si je fais le tour de la question ici, aux concentrations faibles qu'on retrouve en Arctique, on a peu de chances d'observer des effets sur les individus individuels, sur les individus aux concentrations qu'on trouve en Arctique. Surtout lorsqu'on fait des tests à court terme, comme on a fait dans l'étude que je vous ai présentée aujourd'hui. Juste pour vous mentionner, les tests de toxicité que nous avons faits étaient des tests de 72 heures. Donc, vraiment des tests relativement rapides. Ce qui nous fait dire qu'à des concentrations du pico ou du nanogramme avec des échelles de temps d'exposition, on n'a pas d'effet observé. Par contre, il faut garder en tête qu'en Arctique, comme partout ailleurs dans le monde, il n'y a pas seulement un pesticide de présent. Il y a une soupe de plusieurs pesticides et il y a la présence de d'autres contaminants aussi dans ces eaux-là. Et cette soupe de contaminants-là peut induire des effets synergiques qui vont faire finalement amplifier l'effet des pesticides ou des autres contaminants. Donc, ça ne veut pas dire que si on n'observe pas d'effet d'un pesticide à une concentration de l'ordre du nanogramme, lorsqu'on le teste individuellement, ça ne veut pas dire que si on met 10 pesticides ensemble à des concentrations du nanogramme par litre, on n'observerait pas d'effet. Donc, ça reste à être évalué, mais il faut garder ça en tête lorsqu'on pense à l'effet potentiel que peut avoir les pesticides dans les régions arctiques. Il y a, en plus des contaminants, on trouve aussi d'autres facteurs environnementaux qui peuvent moduler l'effet des contaminants, des pesticides dans ce cas-ci. On a simplement pensé à la température ou à la lumière, où il a été démontré précédemment que ces facteurs-là vont changer grandement l'effet toxique d'un des polluants, soit en agissant de façon synergique au niveau des mécanismes cellulaires, ou soit en favorisant l'assimilation des contaminants à l'intérieur des cellules, donc en augmentant la concentration de ces polluants-là à l'intérieur des cellules. Donc, sur la base de ce que je vous ai démontré aujourd'hui, donc, où on a vu qu'il y a des différences entre les espèces selon les régions d'où proviennent les populations, il devient vraiment nécessaire d'effectuer certaines études à plus long terme pour justement évaluer, avoir une meilleure réponse définitive sur l'impact potentiel des pesticides en Arctique sur le phytoplancton. Et toujours en gardant en tête, oui, des études à long terme, mais aussi, il faudrait complexifier nos schémas d'exposition en combinant d'autres pesticides et pas seulement faire
des études sur un seul pesticide à la fois ou un contaminant à la fois, mais il faut vraiment pouvoir reproduire une soupe plus complexe de contaminants pour avoir un meilleur effet, une meilleure vision de l'effet de ces contaminants-là sur le phytoplancton. Donc, par contre, il faut débuter à quelque part. Il faut débuter avec des pesticides seuls ou les contaminants seuls. Donc, en psychologie, on débute souvent comme ça. Et par la suite, on complexifie le système pour pouvoir avoir une meilleure vision de ce qui se produit au niveau environnemental. Donc, ça, j'aimerais remercier, bon, évidemment, les deux étudiants qui ont travaillé sur ce projet-là. Donc, ces données-là sont les données de Joanne Dou, une étudiante de doctorat, et de Disney Izquierdo, qui est une étudiante de maîtrise qui vient de terminer sa maîtrise moi, ainsi que des collaborateurs là, précieux qui ont collaboré là, sur ce projet-là. Donc, Béatrix Peissner à l'UQAM, Joanne Leveau, une à CNRS, et Michel Gosselin à l'UQAR, tout ce qui concerne la taxonomie. Donc, on est en discussion avec lui là, pour la suite de l'identification des espèces ou des groupes majeurs de phytoplancton qu'on retrouve dans les différentes régions pour pouvoir expliquer vraiment là, ce qui se passe au niveau de l'effet de l'atrazine. Et évidemment, ce projet-là a été soutenu en partie par le groupe national consultatif sur les contaminants de pêche et Océan Canada, par le GRIL qui a fourni une bourse d'études à Joanne, ainsi que le programme de formation scientifique dans le Nord qui a contribué à nos études sur la Munsen avec Disney qui a pu se rendre pour faire les mesures et les prélèvements et aussi le CRSNG pour son financement. Donc, merci beaucoup et je suis à vous pour des questions si vous avez des questions. On peut imaginer que, justement, avec les changements climatiques, que le pergélisol, que même les glaces, qu'il y a une accumulation de pesticides qui s'est accumulée au cours des années et que, justement, cette fonte-là des glaces ou du pergélisol pourrait relarguer une certaine quantité de pesticides qui est emprisonnée dans ces matrices-là et donc potentiellement augmenter les concentrations qu'on pourrait retrouver en Arctique. Maintenant, il faut voir, je n'ai pas en tête les concentrations qu'on retrouve dans ces matrices de glace et de pergélisol. Quel pourrait être l'effet sur les concentrations qu'on retrouverait dans l'eau, parce qu'il y a quand même le facteur de dilution qui est très important là. Mais oui, c'est certain que ça peut provoquer une tendance à la hausse au niveau des concentrations. On parle des concentrations en nanogrammes ou en picogrammes. Donc, encore une fois, comme je vous disais, c'est des concentrations qui sont beaucoup plus faibles que celles qu'on a utilisées. Et comme je l'expliquais dans les conclusions, c'est certain qu'à ces concentrations-là, si on prend un pesticide à la fois et uniquement ce pesticide-là a des concentrations du nano ou du picogramme, il n'y a pas d'effet lorsqu'on étudie sur un court laps de temps de 72 heures, comme on le fait dans les études. Mais c'est certain que si on regarde sur beaucoup plus long terme, avec une mixture de pesticides ou d'autres contaminants, on pourrait imaginer qu'il y aurait des effets observés sur le phytoplancton. Les expériences des algues tempérées, ça a été fait à 20 degrés, si je me 20 ou 23 degrés, il faudrait que je revienne dans la diapositive, mais c'est autour de 20 degrés. Et celle des algues arctiques était à 4 degrés. OK, donc, comment vous considérez le fait que les espèces arctiques et tempérées proviennent d'habitats à températures différentes? Justement, on les a conservées à leur température, je dirais, de croissance. Et donc, on ne les a pas remis à une température fixe pour les deux. C'est certain que la physiologie d'une algue arctique à 4 degrés est la même et on a fait le test à 4 degrés aussi. Et pour la dernière expérience que nous avons fait aussi au niveau de l'atrazine, au niveau des populations arctiques, ce qu'on faisait, c'était vraiment l'eau qui était pompée directement
de l'environnement. L'eau était conservée à la même température que dans l'océan. Et le test a été fait sur le bateau à ces concentrations-là. Donc, c'est vraiment un très court laps de temps entre la prise de l'échantillon et le test sur lequel